beaucoup parlé de l'international aujourd'hui, du coup on va un petit peu se recentrer sur l'Europe. L'Europe est finalement l'économie européenne. Parce que aujourd'hui, on a une petite analyse de la part d'un expert sur la situation de l'Europe et comment ça va évoluer à travers le temps. Un article de la RTBF, un Européen sur 5 vit dans la précarité. Fin 2021, une probable vague de faillite va augmenter les risques de pauvreté. Hop, voilà. L'Europe, c'est 450 millions d'habitants. Parmi eux, 92 millions sont pauvres. Quand on sait que l'Union européenne figure parmi la liste des plus grandes puissances mondiales, le constat est effrayant. Et c'est clair, ça fait un peu moins d'un quart, mais c'est gigantesque, quoi. C'est énorme. Et ce que je trouve intéressant dans le titre de l'article, c'est qu'apparemment, ils vont faire la corrélation entre les entreprises et la pauvreté. Parmi les émissaires chargés de faire l'état des lieux du taux de personnes précaires parmi les États européens, Olivier de Schutter a réalisé une mission de 2 mois afin d'évaluer les outils disponibles pour les pays afin de faire face à la pauvreté. Rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains, il estime que la croissance économique et le progrès général n'ont pas bénéficié à tout le monde au point de laisser 1/5 de la population dans la précarité. On a délaissé pour compte dans une Europe qui a pas mal progressé dans la crise financière de 2008-2009 jusqu'à la crise pandémique. L'engagement qui avait été pris en 2010 de réduire le nombre de personnes en risque de pauvreté de 20 millions pour 2020 est loin d'avoir été tenu, déplore le professeur de droit international de l'UC Louvain. Donc, il voulait faire baisser, en 10 ans, il voulait faire baisser le nombre de personnes en risque de pauvreté de 20 millions. C'est-à-dire quand même, du coup, un quart, plus ou moins, un quart finalement des pauvres qui existaient devaient ne plus l'être, et au final, c'est pas le cas. D'autant qu'une seconde vague de pauvreté est possible contre-coup de la crise sanitaire. Donc, vous imaginez, là on parle d'avant la crise sanitaire, quand tout allait bien. Déjà, ils n'avaient pas leurs objectifs. Mais alors en plus, il y a la crise sanitaire qui s'ajoute. Alors que la casse sociale a été limitée grâce aux vastes programmes de soutien qui sont apparus partout en Europe et notamment les processus de mise en chômage temporaire financés par l'Union. Mais c'est une fois que la porte de sortie sera à l'horizon que l'impact de la crise se fera sentir. On va assister probablement à partir de la fin de l'été, de l'automne 2021, à une vague de faillite, de mise au chômage des personnes et les risques de la pauvreté vont augmenter, s'inquiète-t-il. Et moi ce qui m'inquiète encore plus, c'est qu'en fait, les systèmes qui sont censés être des filets de sécurité pour ces gens, on les a tellement niqués parce que on était tranquille, quoi. Voilà, c'était les sociétés tournaient, voilà, il y avait des faillites et des sociétés qui naissaient et tout. Enfin, voilà, tout était beau, quoi. Et puis maintenant, même si ça avait été la crise à un moment, maintenant tout à coup, en fait, il y a ça qui va tomber. Et on est dans la sauce parce qu'on a déconstruit on a déconstruit un peu les systèmes. Et sans revenus, pas de consommation, et sans consommation, pas de reprise de l'activité. Le Green Deal, un leurre, Olivier de Schutter plaide alors pour faire de cette récession probable une opportunité de bâtir une résilience sociale plus forte au sein de l'UE. En gros, détruire, vu que ça a été détruit, autant reconstruire. Reconstruire sur des bases saines. Opportunité biaisée par le Pacte Vert, plan étendard de l'Union défendu par Ursula von der Leyen pour la transition écologique. S'il présente une dimension sociale, il ne présente aucun objectif en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. La priorité est mise sur le verdissement et la digitalisation de l'économie, précise Olivier de Schutter. D'autant que selon lui, une volonté de croissance doit être corrélée à un dommage écologique plus considérable. Il est difficile d'avoir une croissance complètement découplée de l'utilisation des ressources et de la production de déchets. Au nom de la croissance, on a libéralisé le commerce, on a flexibilisé le marché du travail, on a réduit la fiscalité sur les entreprises pour créer un climat favorable aux investissements. Et donc, on crée de l'exclusion qu'on veut par la suite compenser. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que là, c'est même plus moi qui le dis, c'est le gars, il travaille là-dedans, c'est son travail, de faire un compte-rendu là-dessus. Et cet expert, quel que soit c'est son opinion, c'est effectivement le sujet de son étude, la conclusion de son étude, c'est que visiblement, en fait, à force de vouloir créer un climat favorable pour la création d'entreprises, finalement, si je comprends bien,
pour effectivement créer de nouvelles entreprises et permettre aussi des investissements, eh bien, on a flexibilisé le marché du travail, et donc on a fait ça finalement au détriment des travailleurs, quoi. On a mis les sociétés devant les travailleurs, et ça va créer un problème sur la longueur. Le juriste estime que les élus européens, si vous voyez que voilà, évidemment, je l'interprète à ma façon, si vous voyez que je fais des erreurs d'interprétation, n'hésitez pas à le dire en commentaire, évidemment. Hein. Le juriste estime que les élus européens doivent se montrer plus imaginatifs pour élaborer des programmes de lutte contre la pauvreté. Aller vers des politiques qui ne créent pas de l'exclusion, mais qui donnent à chacune sa chance de faire valoir ses qualités et compétences. Il dénonce donc l'objectif quasi unanime d'une croissance forte qui laisse de côté toute une partie de la population. Et ça, c'est hyper intéressant aussi, parce que c'est vrai que là, voilà, le Covid, il est là, on a eu la crise de 2010, c'était la merde, ça a tout cassé, mais quand tout est cassé, ça veut dire qu'on peut reconstruire. Et si on peut reconstruire, ça veut dire qu'on peut reconstruire ce qu'on veut. Mais plutôt que de reconstruire quelque chose de plus équitable, en reprenant nos erreurs du passé, parce que voilà, si vous vous posez la question, je ne suis pas anticapitaliste. Pour moi, le capitalisme est un système comme un autre, et il a des avantages et il a des inconvénients, d'accord ? Donc, ici, le souci, c'est que visiblement, ils veulent juste recommencer en plus fort encore ce qu'ils avaient déjà, ce qui nous a amené jusqu'ici, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant, en fait. Parce que aider les entreprises à se développer, c'est intéressant, et dans certaines situations, bien sûr, il faut le faire. Mais là, maintenant, il faut absolument que les gens, effectivement, moi, par exemple, je trouve que on ne se focalise pas assez, par exemple, dans l'enseignement, etc. Après l'enseignement, on ne se focalise pas assez sur les compétences de chacun. Il y a des gens qui ont des compétences exceptionnelles dans des domaines, mais ils ne le savent jamais de leur vie, simplement parce qu'on ne leur a jamais laissé la possibilité de le faire, de pouvoir remarquer cette compétence et de pouvoir l'exploiter. Et pour moi, en fait, c'est ça le problème. Et visiblement, il a l'air d'aller aussi dans ce sens. Les États européens peuvent préparer aux crises. Avec la pandémie mondiale qui n'épargne pas les États européens, le pacte de stabilité et de croissance qui assure que les pays dépositaires de l'euro gardent leur économie dans les clous a été mis en pause. Il impose le respect d'un maximum de 3% de déficit public, et depuis la suspension, on constate une diminution du taux de chômage dans de nombreux pays d'Europe. C'est hyper intéressant, ça. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est une corrélation ? Est-ce que c'est une causalité ou bien une corrélation ? Est-ce que c'est juste un hasard ? Est-ce que c'est juste deux choses qui sont liées mais qui n'ont pas forcément de lien, si ce n'est le hasard ? Ou bien est-ce que vraiment il y a une causalité, pardon. En réalité, selon Olivier de Schutter, ce pacte a contribué à réduire la capacité qu'ont eu les États à encaisser la crise épidémique. Il explique qu'après la crise économique de 2008-2009, de nombreux pays européens ont sous-investi pour continuer à remplir les conditions nécessaires, et ce, via une diminution de l'investissement social. Donc, on n'a pas été préparé à faire face à la crise, affirme-t-il. On s'est rendu compte que la recherche à tout prix de l'efficience et de la compétitivité se faisait au détriment de la résilience des économies et de la résilience sociale, c'est-à-dire la capacité de nos sociétés à encaisser des chocs économiques, pandémiques, climatiques à l'avenir. Il estime que le défi principal de l'Europe dans la lutte contre la pauvreté est de construire cette résilience sociale qui impose de ne plus devoir respecter des disciplines budgétaires imposées il y a 25 ans, c'est-à-dire dans un autre siècle. Et encore une fois, voilà, en fait, beaucoup de gens, par exemple, se plaignent qu'au chômage, il y en a qui en profitent, il y en a qui gagnent trop d'argent, etc. Et moi, ce que j'ai remarqué de ma petite expérience, évidemment, c'est que souvent, ces gens qui disaient ça n'avaient jamais été au chômage. Donc, et quand tu leur demandais pourquoi est-ce qu'ils n'avaient jamais été au chômage, ils te répondent « Non mais moi je suis pas comme ça ». Comme si y avait des humains qui étaient là pour profiter du système et d'autres qui n'étaient pas là pour ça. Or, en fait, déjà le chômage, ça permet à des gens qui n'ont parfois pas de chance, parfois parce que voilà, la vie, on le sait tous, entre guillemets, la vie c'est de la merde, je le dirais dans le sens où elle nous met à l'épreuve. Parfois, il y a des moments extrêmement difficiles, quel que soit le statut, quelle que soit d'ailleurs la vie qu'on a. Mais surtout, le chômage a un grand avantage, un énorme avantage pour l'économie, c'est que des gens
qui se retrouvent dans la sauce, des gens qui se retrouvent parfois exclus du monde du travail, se retrouvent à consommer quand même. Et la consommation, c'est primordial. Parce que sans consommation, bah, il n'y a pas de... Voilà, y a pas de... Du coup, il n'y a pas d'économie, en fait. Sans consommation, il n'y a pas d'échange. Le pire qu'un État puisse espérer, aujourd'hui, c'est avoir une consommation à zéro. Et le chômage, notamment, permet ça. Or, constamment enlever le chômage, et donc aussi, parce que alors du coup, les sociétés ont moins de revenus, et donc comme elles ont moins de revenus, elles demandent qu'on baisse les impôts, et donc comme on demande de baisser les impôts, on va évidemment bouffer du côté du chômage, etc. Effectivement, bah, ça fait qu'à la fin, on va se retrouver avec des entreprises qui n'auront... Enfin, on va se retrouver un peu, je sais pas si vous voyez, mais dans un système, pour moi c'est toujours cette image que j'ai en tête, on va tomber dans un système ironiquement communiste, en fait. C'est qu'à force d'aller dans de l'ultra-capitalisme, on va tomber dans un espèce de système où on dépendra plus que de sociétés qui devront faire des crédits à tout le monde, parce que sinon, sans ça, ben, elles seront pas payées, quoi. Enfin, elles seront pas être rémunérées pour les produits qu'elles font. Mais voilà, une société... un pays qui ne dépend que de ces sociétés qui font des crédits à la population et qui, du coup, empêche d'autres sociétés de pouvoir se construire et tout, c'est un peu du communisme. Quand je dis du communisme, c'est l'image qu'on a du communisme, bien sûr. Parce qu'évidemment, des communismes, il y en a plein de différents, etc. Enfin, je vais pas rentrer dans la profondeur de ça, mais bon, c'est l'image, en tout cas, on va dire générale, du fait de... Ben, on dépend tous d'un même état et tout est partagé entre tout le monde. Mais voilà, s'il n'y a plus de consommation, si les gens n'ont plus d'argent, bah ce sera la même chose. Bref. Ce qui est aussi intéressant, c'est effectivement les disciplines budgétaires, il faut vraiment les remettre en question, parce que, comme il dit, c'était il y a 25 ans. En 25 ans, je sais pas si vous vous rendez compte qu'en 25 ans, donc bah ouais, 25 ans, moi j'ai 26 ans, donc moi quand j'étais petit, j'avais une télé cathodique, Internet n'existait pas, ou était vraiment qu'à ses balbutiements, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah ouais, on voyageait pas autant en avion, enfin, on se rend pas compte qu'en 25 ans, il y a énormément de choses qui ont changé, mais l'économie, voilà, on peut pas... Et l'économie est restée la même. Et ça, c'est problématique. Enfin, la pensée économique, à ce niveau-là, a l'air d'être restée la même. Donc, il y a un milliard de questions à se poser à propos de ça. Je trouve l'avis de cet expert, parce que voilà, là c'est un expert qui le dit, alors on va pas prendre l'argument d'autorité, bien sûr, hein, c'est l'avis d'un expert qui s'occupe notamment de la pauvreté, donc voilà, c'est probablement complexe. D'ailleurs, si vous êtes vous-même économiste, comme d'hab, commentaire, si vous voulez contester, mais voilà, je trouvais ça comme avis très intéressant. Quelle piste? Mais alors, au-delà de soulever les problèmes, quelle piste propose le rapporteur spécial des Nations Unies pour réduire le taux de pauvreté dans les frontières européennes? D'abord, il estime qu'il faut harmoniser la manière dont le salaire minimum légal est fixé sur base du constat qu'il existe une trop grande disparité dans les salaires minima des différents États membres. Et ça, c'est clair. Parce qu'en Pologne, le salaire minimal, c'est 600 € par mois, et en Belgique, c'est censé être 1200 €. Bon, on peut le contourner, mais... mais normalement, c'est censé être 1200 € pour un temps plein. Donc, bah ouais. Ah ouais, ce serait bien que tout le monde gagne peut-être le même salaire, et qu'on voit les choses un peu différemment, enfin... le même salaire minimum, et qu'on voit les choses différemment, et qu'on arrête de se dire « Ah ben non, parce qu'en fait, on a envie d'avoir des gens extrêmement moins chers plus loin. » Non, parce que payer des gens moins chers, en fait, ça appauvrit en fait le système aussi, puisqu'alors du coup, tout est moins cher ici, mais donc si c'est moins cher, les autres qui engageaient peut-être des Belges vont se retrouver à payer des charges trop chères, parce que les gens n'achèteront plus chez eux parce qu'ils sont trop chers, etc., etc. Je vais pas rentrer dans un cours d'économie, mais surtout que je suis pas économiste, donc je vais absolument pas me permettre ça, mais effectivement, ça me semble être une bonne idée. Il plaide aussi en faveur d'une garantie de droits alloués aux enfants, comme le droit à l'alimentation, à un logement décent, etc. Il estime que la garantie de conditions de vie décentes passera forcément par les plans d'action de la part des pays. Et c'est vrai que pour l'enfance, on a déjà parlé beaucoup hein, sur cette chaîne, on a parlé énormément. Enfin, énormément. Je crois que j'ai fait 2-3 vidéos dessus, je vous mettrai les vidéos en fiche. Mais effectivement, c'est important, moi je trouve aussi, c'est l'éducation, etc. Parce que quand il y a une génération qui est foutue, autant faire en sorte que la suivante puisse rattraper, peut-être, justement qu'on puisse se rattraper les erreurs sur la suivante. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ont fait nos parents avec nous.
Et que du coup, maintenant, aujourd'hui, il y a un peu le choc des générations où on se retrouve, nous, face à face à une génération qui ne comprend pas d'où on sort, alors qu'en fait, on provient de leur propre, de leur propre envie de changer le monde. Et du coup, c'est clair que nous, on va encore l'améliorer, et j'espère que la génération qui nous suivra aussi, hein. Voilà, n'hésitez pas à jouer à Fortnite. Enfin, il appelle les États à instaurer un revenu minimum garanti à l'échelle de l'Union européenne par une directive cadre pour harmoniser le revenu d'intégration sociale. Oui, le revenu d'intégration sociale, évidemment, qui est aussi primordial. Donc finalement, on est beaucoup dans la donation, on est beaucoup dans l'aide aux pauvres et à les sortir finalement de cette merde. Et c'est là où il y a un débat toujours intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens pensent qu'effectivement, que les pauvres méritent ce qu'ils vivent un peu. Or, je pense, personnellement, je pense que justement, il faudrait aider les pauvres. Parce que c'est en les aidant et en justement en faisant en sorte qu'ils ne se retrouvent pas à la rue que l'on peut après faire en sorte qu'ils deviennent efficaces vis-à-vis de l'État. Moi je pars du principe que c'est très rare les personnes qui ne font vraiment rien. On fait tous quelque chose dans notre vie. Ceux qui regardent par exemple Netflix toute la journée, ils regardent Netflix toute la journée. C'est pas rien. Et je trouve intéressant parce que peut-être que si ces gens regardent Netflix toute la journée, peut-être qu'ils sont en dépression, et que s'ils sortaient de dépression, ils arrêteraient de regarder Netflix et ils feraient quelque chose qui les rend non seulement heureux, mais en plus qui serait utile à la société. Il y en a qui regardent peut-être Netflix parce qu'ils adorent le cinéma, par exemple, et ils pourraient peut-être en faire leur travail, et être utiles aussi à la société pour des choses pour lesquelles on ne soupçonne même pas. J'invente, mais par exemple, à checker des caméras de surveillance, par exemple. Bref. Des choses comme ça qui pourraient, je trouve, être assez intéressantes. Voilà, j'espère que cet article vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire, comme d'habitude. Et à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge en fonction de ce que vous en avez pensé. Voilà, on se retrouve bientôt pour une autre actu. Hein. Je vais poster du coup, la dernière actu sera une actu un peu plus rigolote. Pour un petit peu digérer tout ça, hein. C'est important. La digestion, c'est important. Merci à vous et à bientôt.